Nouveau numéro de votre entretien avec Maître Saïd Larifou, l'un des avocats d'Ousmane Sonko. Bonsoir Maître. Oui, bonsoir. Ça fait un plaisir de vous retrouver là. Oui, moi aussi. Hein. Moi aussi. C'est vrai que on s'est rencontrés à plusieurs reprises en pleine tourmente, Mhm, en pleine turbulence. mhm. Mais bon, là, l'avion a bien atterri. Merci beaucoup Maître. Aujourd'hui nous allons parler de politique comme toujours, de politique et de justice. Tout d'abord, nous allons débuter de la rencontre du Premier ministre Ousmane Sonko et de ses avocats. Quels sont les dessous de cette rencontre? Bon, je ne peux pas vous parler de tout Oui. ce qui a été dit. Mais l'essentiel, c'est que M. Ousmane Sonko, le Premier ministre, tenait absolument à rencontrer ses avocats pour les remercier. Il n'avait même pas à le faire puisque les avocats qui sont engagés dans le collectif pour assurer sa défense lorsqu'il était victime de persécutions, c'était des hommes tous et des femmes engagées, des femmes de conviction, des femmes engagées qui se sont spontanément déclarées disponibles pour justement lui apporter à la cause, au projet, leur soutien. Bon, donc ils l'ont fait, bien sûr, pour Ousmane Sonko, mais ils l'ont fait, nous l'avons fait, pour les principes pour lesquels nous sommes engagés au quotidien. Et nous l'avons fait également dans l'intérêt de ce grand pays qu'est le Sénégal. On peut dire alors que la bataille a été remportée par le pôle avocat de Ousmane Sonko. Non, la bataille a été remportée par le peuple sénégalais, qui avait le soutien du pôle des avocats, puisque sans le peuple sénégalais, il n'y aurait pas eu de bataille. Bon, nous avons été très déterminés, très engagés, puisque nous savions que le travail que nous menions, nous le menions pour un peuple qui est éveillé et conscient également, et puis très attaché à son héritage, j'ai l'habitude de le dire, à son héritage démocratique. Voilà. Donc c'est un peuple très averti, très politique et très attaché à des principes fondamentaux de liberté et de justice. Et c'est pour cette raison que notre détermination était très très forte, puisque nous savions que ce que nous faisons, nous le faisions à un peuple qui est déjà prédisposé, éveillé. Par rapport aux sujets qui ont été abordés, qu'est-ce qu'on peut retenir par exemple? Y a-t-il des sujets qui ont été abordés entre Ousmane Sonko et ses Oui, bon, avocats? c'est... D'abord, il faut parler des choses. C'est que, bon, la plupart de mes confrères ont vu Ousmane Sonko à la maison d'arrêt, au Cap Manuel. Et puis le fait de lui rendre visite au quartier de Cap Manuel, mais dans un autre décor, bon, c'est pas ordinaire. Effectivement, il y a eu des émotions très, 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 très fortes. Et puis, bon, il y avait aussi, il faut le dire, aussi fierté aussi d'avoir été associé à ce combat, de l'avoir mené avec ce peuple averti, le peuple sénégalais. Bon, il y a eu émotion, il y a fierté. Et puis aussi la disponibilité, puisqu'on sait que le projet a été élu, mais il faut que le projet se réalise. Pour que le projet se réalise, il faut que ceux qui étaient mobilisés pour que le projet l'emporte soient aussi debout pour que le projet se réalise. Et donc, il y a une disponibilité de tous les avocats à accompagner M. Ousmane Sonko et M. le Président Faye également dans leur travail, dans leur mission pour un Sénégal nouveau et puis pour une Afrique aussi souveraine et puis un nouvel ordre africain également. Donc on peut dire qu'il y avait un climat de joie par rapport à Ousmane Sonko et ses avocats et aussi il y avait des ambitions beaucoup plus poussées que ce qu'on avait vécu. Mais les ambitions, on les a depuis longtemps. Puisque lorsque vous prenez un dossier de cette nature, vous affichez déjà une ambition. Et lorsque vous avez un dossier de cette nature qui met l'accent sur la démocratie, qui met l'accent sur le respect de la Constitution, qui met l'accent dans la défense contre les injustices,
qui met l'accent dans la défense des institutions démocratiques constitutionnelles d'un pays, là, il y a déjà l'ambition. C'est de faire triompher le droit, c'est de faire triompher la démocratie. Maintenant, il y a la politique quotidienne, ça ne relève pas de nous, mais ça relève du président Diomaye et puis de monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko. C'est eux qui sont chargés de la politique intérieure du Sénégal. Nous, notre mission consistait à défendre la démocratie, les libertés, la Constitution contre les injustices. Et nous pouvons dire que nous avons, avec le peuple sénégalais, nous l'avons emporté haut la main. Vous avez parlé de liberté, de démocratie. Le Sénégal actuellement, malgré les discussions et l'actualité politique judiciaire, est-ce qu'il y avait des questions qui ont été développées par rapport à la considération de la démocratie sénégalaise? Non, on n'est pas allé jusqu'au fond, mais je pense que nous aurons l'occasion dans les prochaines semaines, prochains mois, chacun à son niveau, d'aborder ce sujet avec les autorités sénégalaises, puisque je pense que certains de mes confrères du pool d'avocats ont des ambitions tout à fait légitimes d'être impliqués activement dans cette politique de chamboulement. Vous voyez, qui va se mettre en place, sont des Sénégalais. Ils ont les profils idéaux pour pouvoir effectivement afficher des ambitions légitimes pour servir le Sénégal. Donc c'est pas encore fini, le projet va être accompagné. Donc c'est pas encore fini, le projet va être accompagné. Ah mais non, le projet il vient d'être élu, mais il faut qu'il soit accompagné et défendu. Bon, donc il y a des confrères qui ont le profil approprié, adapté pour pouvoir s'investir sans doute dans la politique pour défendre ce projet. Et puis il y a des observateurs comme moi qui sont des observateurs très attentifs qui verront comment nous pourrons à notre niveau, sans m'immiscer de ce qui ne relève pas de ma compétence, comment je pourrais contribuer au rayonnement international et africain de ce projet, puisque le projet, il a un volet qui me concerne personnellement, c'est le volet africain et néo-panafricanisme. Pourquoi ce volet vous aspire autant? Parce que Ousmane Sonko inspire, parce que le Sénégal inspire. L'Afrique prend le Sénégal comme étant un modèle d'alternance démocratique. L'Afrique prend le Sénégal comme étant, à juste titre, comme étant le champion de la démocratie en Afrique. Tout le monde en parle, même au-delà de l'Afrique. Bon, donc, à juste titre, étant un homme politique, je vois aussi un intérêt pour moi, un intérêt pour mon pays, les Comores, un intérêt pour mon continent africain, de voir ce projet se concrétiser, de voir ce projet l'emporter aussi, se réaliser. Bon, donc, à mon niveau, sans m'immiscer des affaires intérieures du Sénégal, puisque c'est aussi une forme de respect, je vais m'impliquer pour que le volet africain de ce projet soit une réalité. Merci. Parlons de l'Afrique, parlons du Sahel, parlons de la diplomatie africaine. Nous avons vu récemment le président de la République actuellement qui est en voyage dans les pays au Burkina Faso. Il a effectué un voyage également, il sera au Mali. Il a effectué un voyage aussi en Mauritanie et au Cap-Vert. Qu'est-ce que cela suscite par rapport à l'intégration africaine? Bon, vous m'avez arraché le mot de ma bouche, puisque vous avez parlé de l'intégration africaine. Je pense que les autorités sénégalaises, les nouvelles autorités sénégalaises, ont affiché leur ambition panafricaine dès le début, puisque le nom de leur parti, c'est PASTEF. PASTEF. Donc déjà, c'est clair et net. Le ministre des Affaires, au lieu de parler ministre des Affaires étrangères, ils ont parlé de ministre chargé de l'intégration africaine. Donc vous voyez, la volonté d'inscrire leur politique dans cette vision néo-panafricanisme est claire et nette. Et à partir de là, tous les pays africains trouvent leur compte, puisqu'ils voient, et c'est rare, qu'un gouvernement affiche
clairement sa volonté de faire de l'intégration africaine une priorité. Donc je pense que c'est extrêmement important. Et c'est pour cette raison que je ne suis pas du tout étonné. Je ne suis pas le seul à saluer cette tournée qui est faite par le président Diomaye de visiter les pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais nous osons aussi, nous qui sommes des autres coins de l'Afrique, qu'avant que le président Diomaye et son cours aillent visiter des amis à eux ou bien des pays amis du Sénégal qui sont situés hors du continent africain, qu'ils fassent les tours quand même dans les principales capitales africaines. Non seulement en Afrique de l'Ouest, mais nous, on veut qu'ils viennent pour que cela soit effectivement inscrit dans l'esprit de tous les Africains, qu'ils viennent visiter, par exemple en Europe. Tu veux que le président de la République vienne effectuer une visite aux Comores? Bien sûr, qu'il viendra, je l'accompagnerai pour aller aux Comores, de même qu'il est important qu'il visite le pays d'Afrique du Nord, un pays phare de l'Afrique du Nord, un pays phare de l'Afrique australe, un pays phare de l'Afrique du Sud et un pays phare de l'Afrique centrale, et pourquoi pas aux Comores. Et là, cette fois aux Comores, s'il vient aux Comores, ça sera pour moi une... enfin, je ne sais même pas qualifier cette joie, mais s'il le fait, pour le Comores, ça sera une joie immense. En tout cas, ça sera une contribution, ça je vous l'assure, ça serait une contribution importante pour la libération des Comores, pour voir les Comores s'inscrire dans une dynamique, justement, néo-panafricanisme. Nous en avons besoin, puisque nous sommes très éloignés par rapport au continent, de voir des grandes figures, des grandes pensées africaines atterrir aux Comores et puis amener les jeunes, la jeunesse comorienne à se libérer. Mais en tout cas, je vais plaider cette cause. J'espère pouvoir l'emporter. J'espère qu'il va bien entendre cela. Voilà. Ce sont des mots forts avec les liens qui existent entre le Sénégal et le Comore. Par rapport à la CEDEAO, ça fait partie des points que l'on doit soulever concernant les voyages du président Bassirou Diomaye Faye. Peut-il réussir la médiation entre les régimes putschistes, comme le dit d'autres, et à réintégrer au sein de la CEDEAO? Bon, moi, j'ai lu une déclaration, une citation, je ne sais pas, mais bon, c'est une citation d'un journal malien, qui disait que le président Diomaye a dit qu'il n'a été commissionné par personne et qu'il n'est pas médiateur de quoi que ce soit. Donc Diomaye ne plaide pas pour la considération de la CEDEAO, par exemple? Non, je pense qu'il est allé passer quelques heures pour des visites de courtoisie dans ces différents pays, sans doute pour prendre un peu la température. Bon, il a sans doute une vision de ce qu'il souhaiterait imprégner comme politique pour l'Afrique de l'Ouest. Mais si j'ai bien compris, le message principal, c'était une prise de contact pour recueillir sans doute les doléances ou bien les avis ou bien la situation des uns et des autres. Et puis à partir de là, peut-être se faire une idée de ce que doit être les relations entre les pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais il semble évident que la CEDEAO ne peut pas continuer à fonctionner comme il a fonctionné jusqu'à maintenant. Pourquoi? Il y a eu des dysfonctionnements. Il y a eu des dysfonctionnements. Il y a encore des dysfonctionnements. Il y a des défis qui sont énormes. La CEDEAO n'a pas réussi à trouver une réponse par rapport au fonctionnement anticonstitutionnel des différents régimes et n'a pas trouvé de solution non plus pour ramener les dirigeants de quelques pays de la CEDEAO autour de la table. Parce que tout simplement, il faut dire les choses clairement, c'est que la CEDEAO s'est inscrit jusqu'à maintenant comme étant
euh, une organisation qui favorise des intérêts qui ne sont pas seulement forcément les intérêts des peuples de l'Afrique de l'Ouest. Les intérêts de la France, par exemple. Comment? Vous voulez dire que la CEDEAO, c'est pour l'intérêt de la métropole française? Moi, je ne parle pas seulement de la métropole française. Moi, je parle tout simplement du fait que la CEDEAO, il n'y a pas que la France, mais la CEDEAO, il ne faut pas faire un procès de qui que ce soit. Il faut tout simplement constater que la CEDEAO avait des objectifs et que la CEDEAO n'a pas été en mesure d'accomplir, de répondre, de trouver une réponse par rapport à ces objectifs. Puisque c'est trop facile de dire que c'est la faute à X, Y, alors qu'on sait que si, par exemple, vous êtes dirigeant d'un pays et que vous assassinez vos propres populations, ce ne sont pas l'extérieur que vous dit de faire descendre l'armée dans les rues pour tuer. Vous voyez, c'est trop facile. Lorsque vous êtes élu démocratiquement et que vous continuez à violer la constitution de votre pays, ce n'est pas l'extérieur qui vous dit de le faire. Et si vous avez une organisation régionale et que cette organisation régionale n'est pas en mesure justement de corriger, de rectifier, de mettre en garde et d'empêcher les violations des constitutions, et si cette organisation régionale n'est pas en mesure de faire respecter le droit de l'homme, si cette organisation régionale n'est pas en mesure, lorsque des violations de constitution se fassent de façon répétée, n'est pas en mesure de sanctionner les dirigeants qui violent en permanence à ciel ouvert les constitutions, ce n'est pas l'étranger. Vous voyez, ce n'est pas l'étranger. Bon, donc, en ce sens, il me semble tout à fait normal que Ousmane Sonko et puis le président Diomaye puissent avoir une démarche mesurée, responsable, mesurée et puis réaliste. Vous voyez, il y aura sans doute des réformes à faire de cette organisation sous-régionale, puisque moi-même j'ai été témoin pour avoir plaidé pour M. Ousmane Sonko devant le tribunal de la CEDEAO. Il y a un certain nombre de choses qui ont quand même été dites par le tribunal de la CEDEAO. Le tribunal de la CEDEAO n'avait pas à le faire. Ils ont commis quand même des fautes extrêmement graves. Tous ces genres de dysfonctionnements doivent être effectivement réparés. Et si les dirigeants de la CEDEAO refusent effectivement de prendre en considération ces données tout à fait nouvelles, ben, la CEDEAO va mourir d'elle-même. Vous voyez? Bon, donc je ne sais pas pour l'instant la vision de M. Ousmane Sonko et puis de M. Diomaye Faye par rapport à la CEDEAO, par rapport aux pays de Sahel. Mais ce que je sais, c'est qu'ils vont avoir une démarche responsable, réaliste, et puis qui est ouverte sur l'avenir. Et ce n'est pas valable, c'est pas seulement pour la CEDEAO, hein. C'est valable dans toutes les organisations sous-régionales. Moi, je suis des Comores. Récemment, aux Comores, Azali a fait un coup d'État à ciel ouvert. Jusqu'ici, il est président de la République. Oui, mais bon, ils sont tous des dictateurs, ils se soutiennent entre eux-mêmes. Azali a fait un coup d'État constitutionnel à ciel ouvert. L'Union européenne, l'Afrique du Sud, les Nations unies, les États-Unis, la Grande-Bretagne ont sanctionné, ont demandé des explications. Mais il n'en demeure pas moins qu'ils ont assisté à son investiture. Vous voyez, il y a une organisation régionale qui s'appelle la SADC qui a été saisie de ce coup d'État, avec des preuves à l'appui. Mais ils ont dit, bah, écoutez, vous vous êtes trompé de porte. Ici, on ne sanctionne pas des coups d'État électoraux commis par des chefs d'État en exercice. En fait, c'est ça. Vous vous êtes trompé de porte, allez-vous trouver une autre institution, une autre organisation. Mais ici, on ne juge pas un président en exercice. Ici. Bon, donc, c'est un club des potes, c'est un club des dictateurs. Il faut qu'effectivement, que ces organisations deviennent des organisations de peuple. Dans le cas contraire, elles sont condamnées à disparaître. Et le Sénégal peut jouer un rôle phare par rapport à ça? Oui, le Sénégal peut jouer un rôle, puisque le Sénégal a fait preuve non seulement de maturité, mais le Sénégal a fait preuve également de son attachement à la démocratie. Les institutions ont été malmenées, ont été bousculées, ont été... Oui, malmenés, bousculés, voire même risquaient même. Les institutions risquaient même leur crédit et tout, méprisées. Mais finalement, elles ont fini par tenir.
les institutions ont fini par tenir. Elles ont tenu les institutions. Et c'est pour cette raison que nous sommes arrivés à ce résultat qui est salué un peu partout dans le monde. Merci beaucoup. Pour vous rappeler, nous sommes le vendredi 31 mai 2023 avec Maître Saïd Larifou, l'un des avocats d'Ousmane Sonko. Maître, nous allons parler du dialogue. Le dialogue national, encore une fois. Le président Diomaye Faye a initié ce dialogue lors de son ouverture le 28 mai 2024 avec un thème qui est axé sur la réforme et la modernisation de la justice sénégalaise. Est-ce une solution pour réconcilier les Sénégalais et la justice? Oui, en tant qu'observateur et puis acteur de ce qui s'est passé, acteur judiciaire par rapport aux événements judiciaires récents, j'ai relevé deux choses. L'attachement des Sénégalais à la justice et au droit. Je vais vous donner un exemple. C'est l'exemple de Ziguinchor. Alors qu'on était parti pour plaider la main levée, demander la réinscription de notre client dans les listes électorales, j'ai vu des citoyens sénégalaises, des femmes d'un certain âge, à 1h du matin, danser, chanter à Ziguinchor. Elles sont venues à notre hôtel à 2h du matin, c'est au moment où on déjeunait, puisque le procès a pris fin, il était peut-être minuit 0h30 à peu près, puisque le verdict a été rendu à 23h45. Donc on a quitté le palais, il était à peu près minuit 45 à peu près. Et lorsqu'elles ont su où est-ce que nous étions, à l'hôtel, elles sont venues à 2h du matin danser, chanter, parce que le droit a été dit. Donc ça veut dire qu'il y a un attachement viscéral des Sénégalais au droit et à la justice. Deuxième chose, lorsque nous sommes revenus à Dakar, après Ziguinchor, la population, le pays était soulagé. Il y a eu un soulagement. Le pays était soulagé. Donc ça veut dire quoi? Lorsque vous êtes un acteur, vous êtes un observateur, vous dites, écoutez, ces gens-là sont très attachés à la justice. Ce pays, ce peuple est sidéralement inscrit dans une dynamique de respect et de combat pour défendre son héritage démocratique. Lorsqu'il y a eu la Cour suprême qui a partiellement cassé la décision et renvoyé devant le tribunal de Dakar, le pays était meurtri. Vous voyez? Nous l'avons vécu. Oui, nous avons tous vécu. Le pays était meurtri. Et lorsque Dakar a réaffirmé le droit, le pays a dansé. Vous voyez? Et il n'y a pas eu de heurts. Et lorsqu'on disait que les violences venaient du camp de Ousmane Sonko de Pastef, malgré le fait que nous avons quelquefois été malmenés par la justice, aucune mouche n'a été tuée par les gens de Pastef. Aucune mouche. Bon, donc, oui, le pays est très... Il y a un moment, et j'espère que le dialogue en cours apportera de solutions, et j'ose espérer que ça sera le cas, puisqu'il s'agit aussi d'une volonté politique. Il faut dire les choses. Un moment, et pendant des années, la justice a été utilisée, a été instrumentalisée pour tuer politiquement un homme. Donc on peut espérer à une séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le pouvoir judiciaire. Bon, vous savez, la séparation des pouvoirs, elle est déjà dans le texte. Nous avons ici, et je suis témoin, je peux le dire, j'ai eu à travailler avec des juristes de qualité qui sont connus et reconnus au niveau international. Des juristes, que ce soit des avocats, avec qui j'ai eu l'honneur de mener cette bataille pour Ousmane Sonko et Pastef. Et puis, il y avait aussi nos adversaires. Et puis, il y avait aussi les magistrats. La qualité professionnelle est de très bonne facture, vous voyez. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Maintenant, il y a la gestion de l'institution. Il y a la gestion de l'institution qui n'a rien à voir avec les compétences des auxiliaires de justice.
la compétence des auxiliaires de justice, elle est incontestablement très, très élevée. Maintenant, au niveau de la gestion des compétences, et puis la gestion de la compétence, là, c'est une autre histoire. Et c'est là où l'exécutif, l'ancien exécutif, a failli parce que il a volontairement instrumentalisé au vu et au su de tous, mais avec un mépris inimaginable. Certains, Par exemple c'était par rapport à la justice. Nous avons vu des situations spéciales par rapport au procureur de la République qui effectuait des directives du ministère de l'Intérieur et que cela va changer, par exemple. bon, moi, je ne suis pas là pour dire qu'il faut que ça change tout, puisque là, C'est juste moi, une question par oui, rapport oui, moi, je donne un témoignage oui, par rapport à un vécu, vous voyez, et un témoignage par rapport à un vécu qui est instructif, mhm, et un vécu qui m'a donné beaucoup, beaucoup d'enseignements. mhm, Il s'agit pour moi d'une expérience professionnelle, humaine mhm, et politique exceptionnelle, hors norme. mhm. Bon, donc je suis en train de donner le récit de mon témoignage, mais je ne suis pas là pour dire qu'il faut Donc, on peut ceci. s'attendre Voilà, à des changements. voilà. Mais je ne suis pas habilité à dire qu'il faut que ça change, etc. Et tout. Ce n'est pas mon rôle. D'accord. Et là-dessus, je donne un témoignage Mhm, par rapport à ce que j'ai vécu. Et puis un souhait aussi en tant qu'Africain de voir un pays modèle, de voir un pays inspirant gagner davantage, puisque plus le Sénégal gagne et mhm, d'autres pays gagnent, ils font gagner les autres. C'est comme dans une équipe. Lorsque vous avez un élément qui brille, il fait briller toute l'équipe. Vous mhm, voyez? mhm, Donc nous avons intérêt à ce que le Sénégal brille davantage, puisque plus le Sénégal gagne, mhm, et plus les autres pays africains gagneront, puisque moi je suis parmi ceux en Europe mhm, qui disaient que, bon, écoutez, vous voyez ce qu'un pays, vous avez vu ce qu'un pays africain est capable de faire, mhm, alors que chez vous, la démocratie est en perdition. Il y a un des pays africains qui se distingue mhm, et qui a su reprendre le dessus et puis faire gagner à la fois la démocratie mhm. et puis l'état de droit. Bon, donc, il y a effectivement euh, une attente sénégalaise, mais il y a aussi le regard africain sur ce qui se passe ici au Sénégal, que ce soit dans le cadre de ce dialogue Mhm, ou bien d'autres rencontres, puisque je pense que c'est une première étape, cette rencontre, ce dialogue de la justice. Pourquoi la mhm, justice? Puisque mhm. si la justice sénégalaise n'était pas forte, si les institutions n'étaient pas fortes, je pense que le pays aurait sombré. Mais il y a eu il y a des institutions qui sont solides, Mhm. il y a aussi un discours, il y a un homme et puis il y a un peuple. Mhm. C'est la conjugaison de tous ces éléments qui a permis au Sénégal de s'en sortir brillamment. Donc c'est à cause de cela qu'on parle toujours du Sénégal parmi les pays les plus démocratiques en Afrique. Vous savez, Sorti... je vais vous dire une chose. Oui, allez. En pleine turbulence, Mhm, c'était tout au début, lorsque j'étais constitué dans ce dossier, mhm, lorsqu'on me parlait de la crise, j'ai dit oui, elle y est la crise. J'ai dit, il y a une crise. Et il y a un moment, lorsque le tribunal des Ziguinchor ordonne la réinscription de M. Ousmane Sonko dans les listes mhm, électorales, qu'un fonctionnaire se permet d'humilier un magistrat et empêcher à ce qu'une décision qui est exécutoire super. d'être exécutée. Mhm, Bon, on me dit oui, c'est une crise. J'ai dit non. J'ai dit il n'y a pas de crise, mais il y a un désordre institutionnel. Vous voyez? mhm. J'ai parlé de désordre institutionnel et j'avais pris le pari. J'ai dit je parie que les Sénégalais vont trouver une solution par rapport à ce problème. Merci, merci, maître. On va sortir un peu du champ politique sénégalais. On va parler de l'Europe avec le candidat aux élections législatives, Mireille Saki. Qu'est-ce qu'on pourrait tenir par rapport à Mireille Saki? Mireille Saki, c'est une Ivoirienne Mhm, qui a vécu en Europe, mhm, qui est très, très, très impliquée, très engagée dans les causes africaines, mhm, panafricaines, qui est très proche des préoccupations sociales, mhm, administratives des Africains en France et particulièrement en Île-de-France. mhm. C'est une femme courageuse, très impliquée dans tous les combats que nous menons pour l'Afrique.
Et elle est conseillère municipale à Sévran. Mhm. Elle est candidate et en très bonne position sur une liste qui s'appelle la liste écologie au centre. Je pense que cette femme, Mhm. par rapport à tout ce qu'elle fait pour l'Afrique, par rapport à tout ce qu'elle fait pour les Africains, Mhm. son élection au Parlement européen Mhm. sera une tribune africaine pour parler de l'Afrique. Elle veut plaider pour l'Afrique, la Elle peut cause, plaider, elle le fait déjà. en termes de changement climatique et tout, toutes les Oui, questions. changement climatique, mais aussi changement de l'Europe, du regard de l'Europe sur l'Afrique et tout. Mhm. Donc, cette femme, elle est très courageuse, elle est très compétente, elle est très impliquée dans les problèmes des Africains en France Mhm. et en Île-de-France particulièrement. Mhm. Je saisis cette occasion puisque vous me posez la question. Mhm. C'est Je important. fais appel, Mhm. je fais appel à nos compatriotes africains qui sont en Île-de-France particulièrement, mais en France, mais en Île-de-France particulièrement, de prendre le temps de prendre connaissance à la fois du projet de sa liste qui s'appelle Liste écologie au centre pour aider l'Afrique à travers Madame Mireille Saki. Mhm. Je pense qu'elle mérite notre soutien, notre confiance. Je vais mobiliser pour qu'elle soit élue, puisque ce sera la victoire de l'Afrique, puisque au Parlement européen, j'en suis certain, elle fera des problèmes africains, problèmes d'immigration, Mhm. problèmes de la pêche, La pêche. problèmes de l'environnement et problèmes des rapports entre l'Afrique et l'Europe, L'Europe. ses priorités. Et c'est pour cette raison qu'elle a mon soutien et j'appelle tous les Africains à la soutenir. Elle s'appelle Mireille Saki. Il est Saki. Voilà. Peut-être un jour, on va avoir l'occasion de l'interviewer en direct. Oui, oui, oui. Il n'y a Mhm. pas de souci. On va parler de football. C'est un peu différent de ce que nous parlons, de la justice et de la politique. Pour le cas de Mohamed Bamba, c'est l'un de vos clients. Il a été torturé lors de la CAN. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à son cas? Bon, vous savez, avant de condamner l'autre, je fais toujours un effort Mhm. de voir si, sur la situation qui m'arrive, j'en suis pas responsable. Mhm. Monsieur Mohamed Bamba, c'est un panafricaniste convaincu. Mhm. C'est quelqu'un qui est très, très, très aimable. C'est une grande personnalité malienne Mhm. qui est impliquée aussi dans tout ce qui est cause africaine. Je suis témoin moi-même. La première fois que j'ai mis mes pieds à Bamako, ce monsieur m'a accueilli comme un frère et c'est un frère, un vrai frère, au sens propre du terme. C'est un Africain convaincu. Tous les Africains, ce sont ses frères. Ce monsieur est allé assister au match de football entre le Mali et la Côte d'Ivoire. C'était lors de la CAN? Lors de la CAN, ça s'est passé le 3 février 2024. À la sortie du stade de Bouaké, il se fait tabasser, brutalisé, mais grièvement blessé. Il a été conduit aux urgences, inanimé. Il avait perdu connaissance. Il n'a eu. C'est ce qui me révolte, c'est que les autorités du football international, africaine et ivoirienne, n'ont eu aucun mot de compassion. Donc la CAF n'a pas réagi par La rapport à son CAF n'a cas. pas réagi, la FIFA Pas. n'a pas réagi, et puis la Fédération ivoirienne de football n'a pas réagi non plus. Et il m'a demandé, Mhm. en ma qualité d'avocat, Avocat. connaissant l'homme, son humanisme, son engagement pour l'Afrique, il m'a demandé et j'ai accepté d'engager des procédures pour demander à ce que les auteurs, puisqu'on a les images, les auteurs de cet acte barbare soient condamnés et que réparation lui soit accordée. Mhm. Ce qu'il a fait plus mal, c'est pas les agressions physiques, au fait. C'est le silence des autorités. Non, non, non. C'est le fait qu'il a été tabassé par des frères africains. Par un frère africain. Mais pour quelle cause, par exemple? Bon, c'est histoire de foot, c'est tout. C'est histoire bête, méchant. Football, c'est tout.
parce qu'il était ivoirien, alors, parce qu'il Il était était malien. malien, c'est tout. C'est pour ça qu'il a été tabassé, en fait. Et ça, si vous voyez ça en Afrique, alors que si ça se passe en Europe, on est le premier à dire qu'on est victime de racisme. Si en Afrique, on n'est pas capable, justement, de canaliser ce nationalisme dangereux, criminel, c'est que, bon, il y a encore du boulot quoi, à faire en Afrique. Puisque si on n'est pas capable de s'aimer entre nous-mêmes, il ne faut pas demander que les autres nous aiment et tout. Bon, donc, c'est ce qui l'a beaucoup affecté, puisque c'est quelqu'un qui milite pour l'unité africaine. L'unité africaine. C'est ça ce qui est dur. Il milite, il ne dort pas, il ne mange pas pour l'unité Africaine. africaine. Et ceux qui ne le connaissent pas, ils doivent aller sur Internet pour voir qui est M. Bamba Mohamed Malien. Ils verront les actions, les œuvres qu'il mène pour toute l'Afrique, pour l'Afrique unie. C'est ce monsieur-là qui a été traîné dans la boue, qui a été tabassé, qui est parti, qui a été admis aux urgences, complètement inconscient. Il n'a eu le soutien de personne. Et c'est pour cette raison qu'il a mon soutien. Je vais utiliser mon savoir pour que justice lui soit Merci. rendue. Merci beaucoup. Donc, ça sera également l'occasion pour moi de s'intéresser de son cas parce que Voilà. nous sommes tous des Africains et nous militons pour le panafricanisme. Mais nous sommes arrivés au thème de notre entretien. Quel est votre dernier mot? Ah ben écoutez, dernier mot, toujours la joie de venir et de revenir à Dakar. Et puis, bon, on a une belle histoire à construire ensemble, de faire ce continent le lieu le plus agréable à vivre. Donc, nous allons construire, reconstruire notre continent sur la base des schémas tout à fait nouveaux, puisque les schémas utilisés jusqu'à maintenant sont complètement inadaptés. Et c'est pour cette raison que nous parlons de nouvel ordre africain. Il y a le néo-panafricanisme qui va reposer sur le respect, la fraternité, la démocratie, la solidarité et l'humanisme africain. Nous avons un continent qui est un continent très jeune, un continent qui a des très longues et belles histoires. Nous, notre nouvelle génération va ouvrir une nouvelle page de l'histoire africaine. Merci, maître. Pour la souveraineté de l'Afrique, on dit plus souvent que les Africains doivent s'unir et doivent consolider leurs idées. Donc, c'était un plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup, maître. Merci. Merci.